Depuis 2015, notre gouvernement a renforcé les mesures qui protègent nos institutions contre l'ingérence étrangère. Je peux affirmer avec certitude que c'était toujours une priorité et qu'on a entrepris des démarches concrètes à cet égard. There is nothing that is ever kept from the Prime Minister. Certainly not by me. Le chef de cabinet de Justin Trudeau devant le comité de la procédure de la Chambre des communes vendredi. Un témoignage attendu, mais nous a-t-il permis d'en apprendre davantage sur les allégations d'ingérence étrangère dans le processus électoral canadien? Voyons voir ce qu'en pensent mes collaborateurs. Alec Castonguay est animateur de Midi Info à Ici Première. Chantal Hébert est chroniqueur au Toronto Star et au magazine L'Actualité. Et Michel Séauger est chroniqueur à La Presse et Radio-Canada. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Michel, qu'est-ce qu'on a appris de nouveau du témoignage de Mme Telford vendredi? La réponse courte est rien. La réponse longue, c'est rien aussi, mais on a appris qu'elle est sur à peu près toutes les rencontres sur des questions de sécurité nationale qui peuvent être faites avec le premier ministre et que rien n'est jamais caché au premier ministre. Mais vous savez, la formule d'une commission parlementaire telle qu'elle se fait à Ottawa fait qu'il y a beaucoup de temps qui est passé par les députés du parti au pouvoir qui jouent en défensive, si on pouvait appeler ça comme ça. Ça rend pas un échange très facile et ça nous permet pas d'apprendre énormément de choses. On a souvent l'impression que les députés veulent réussir à placer leur petite clip à eux dans le discours. Chantal, qu'est-ce que vous avez retenu, vous, de la performance de Mme Telford? Qu'il y a un grand mystère qui demeure, un double mystère. Le premier, pourquoi est-ce que le gouvernement a tant résisté à ce que Mme Telford aille passer quelques heures devant une commission parlementaire? Et le deuxième mystère, c'est pourquoi l'opposition y tenait à ce point-là. Parce que elle n'est pas la responsable de conseiller le premier ministre sur la sécurité nationale. Cette personne-là a déjà comparu. Certainement que la chef de cabinet ne va pas en dire plus sur des rapports qui touchent la sécurité nationale que ce que la personne qui est responsable du dossier se sent autorisée à partager, premièrement. Deuxièmement, parmi les questions qu'on a entendues, par exemple, elle s'est fait demander, je crois par le NPD, ne croyez-vous pas qu'il est essentiel maintenant d'avoir une enquête publique? Je ne sais pas, moi, ce que Mme Telford croit, mais je sais qu'une employée, qu'elle soit chef de cabinet du premier ministre ou d'un ministre, n'a pas à donner une réponse là-dessus. Ouais. C'est une décision politique. Et d'autre part, ce que j'ai trouvé très, très amusant, la personne députée libérale qui présidait le comité n'en finissait plus de féliciter Mme Telford pour la breveté de ses réponses. Ben oui. Bon. Je vais arrêter là. Bon. Effectivement, oui. Alec, qu'est-ce que ça amène au débat, ça, le témoignage de Mme Telford? Parce que là, ça traîne depuis un bout de temps, les ingérences étrangères dans le processus électoral. Est-ce que ça relance quelque chose lundi, quand les travaux reprennent à la Chambre des communes? De ce qu'on a entendu, je ne pense pas. Je me demande, moi aussi, un peu comme Chantal, pourquoi on a, pendant des semaines, insisté pour avoir Katie Telford dans le comité, pourquoi le gouvernement a résisté aussi, mais pourquoi les partis d'opposition pensaient qu'ils y trouveraient un os à gruger, parce que Katie Telford était venue en comité parlementaire sur la controverse We Charity, souvenez-vous. Ouais. Elle avait été très solide, tout comme son collègue Gerald Butts à l'époque de SNC-Lavalin. On ne devient pas chef de cabinet d'un premier ministre d'un pays du G7 par hasard. On est généralement capable de répondre à des questions, même si elles viennent des députés. Et donc, l'impression qu'on allait apprendre quelque chose de substantiel, ma foi, était peut-être un peu exagérée du côté des partis d'opposition. Oui, ça maintient le sujet dans l'actualité. On en parle aujourd'hui. Ça va faire quelques heures. Est-ce qu'il y a des révélations qui vont nous permettre d'aller plus loin autour du témoignage de Katie Telford? J'en doute. Ouais, ça ne remet pas le couvercle sur la marmite, ceci dit, Chantal. Non, mais il y avait les députés de l'opposition qui manifestement sont restés sur leur appétit. Il y avait aussi probablement un certain nombre de journalistes, ceux qui ont eu des informations en primeur, qui auraient certainement aimé ça. Moi, si ça avait été mon cas, j'aurais aimé ça, que des éléments de mes reportages soient confirmés. Ouais. Ou infirmés par Katie Telford. Pourquoi? Parce que si elle les avait démentis, j'aurais voulu avoir des éléments pour la contredire. Puis si elle les avait confirmés, j'aurais été plutôt fier de mon travail.
Si ça donne un aperçu de ce que Justin Trudeau dirait devant une commission d'enquête, commission parlementaire, ce ne sera pas non plus une très, très grande journée, la journée où le premier ministre va se présenter dans un de ces forums-là. Ouais. Michel, pourquoi, justement, c'est pas le premier ministre qu'on a réclamé à la table de cette commission parlementaire? Pourquoi les membres du comité n'ont pas dit « on veut entendre ça de la bouche de celui qui est assis dans la grosse chaise », là? Parce que celui qui est assis dans la grosse chaise peut encore plus facilement que sa chef de cabinet dire « Écoutez, là, moi, sur des matières de sécurité nationale, je ne parlerai pas. » Au moins, avec la chef de cabinet, vous pouvez peut-être avoir, et on l'a pas eu, mais vous auriez peut-être pu avoir des recoupements que vous auriez fait sur quand certaines choses se sont passées, etc. Mais le premier ministre, vous savez, l'autre chose, c'est qu'on le connaît maintenant, M. Trudeau, il est assez habile dans ces choses-là quand il ne veut pas répondre. Donc, c'était peut-être pas extraordinairement utile de l'avoir là. Alors, je sais pas pourquoi ils ne l'ont pas demandé, mais je suis pas sûr que c'était quelque chose de stratégique. Ah, ça soulève une réaction. C'est peut-être parce que la dernière fois qu'il a comparu quelque part, il y a eu une très bonne journée. C'était la commission Rouleau. À la commission Rouleau. Ouais. J'avoue que si j'étais les partis d'opposition, je me dirais, bon, c'est quoi les chances qu'il va avoir une mauvaise journée par rapport à une bonne journée? Si c'était comme à la commission Rouleau, c'était presque son meilleur moment de l'automne. Alors, ça donne pas le goût de le faire revenir. Alec, un mot là-dessus. Peut-être aussi qu'en faisant venir le premier ministre, on aura un peu coupé l'herbe sous le pied de la demande des partis d'opposition pour une enquête publique. À partir du moment où tout le monde témoigne en comité parlementaire, comment on réclame encore une enquête publique, mettons que ça enlève un peu de souffle dans les voiles de l'opposition. C'est peut-être dit qu'on se contenterait de la chef de cabinet. Bon. L'autre, oui, effectivement. Alors, on verra ce que ça donne demain parce que ça risque de revenir durant la période de questions, toute cette histoire-là, encore une fois. L'autre dossier qui a retenu beaucoup l'attention, c'est lié un peu à ça aussi cette semaine. C'est toute la façon dont on a géré ce fameux don d'un homme d'affaires philanthrope chinois lié, selon le Globe and Mail, au régime chinois à Pékin. La Fondation Trudeau s'est retrouvée dans la mire. Vous allez entendre Justin Trudeau cette semaine qui a défendu la fondation du nom de son père. Ça a donné ceci. Moi, ça fait 10 ans que je n'ai plus aucune connexion avec la fondation qui porte le nom de mon père. Et je sais qu'il y a des réflexions et des questions qui se posent maintenant, mais c'est la fondation elle-même qui doit être chargée de répondre et de figurer comment avancer. Bon, Alec, d'abord, tout ça, on en parle cette semaine parce que le conseil d'administration est parti en bloc mardi matin, là, mardi dernier. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on comprend des choses au moment où on se parle? Bien, je trouve qu'il y a plus de développement de ce côté-là que du côté du comité parlementaire qui a entendu Cathy Telford. Dans la mesure où la Fondation Trudeau, bon, au-delà du dysfonctionnement interne, là, visiblement, là, on n'a pas toujours fait nos devoirs comme il faut à la Fondation au moment où on recevait de l'argent, parce que quand on est rendu à émettre un reçu fiscal au nom d'une personne ou d'une entreprise qui n'a pas fait le don, et quelqu'un aurait dû à l'époque flasher que c'était peut-être pas une super bonne idée. Donc, au-delà du fait de la manière dont la Fondation Trudeau était gérée quand ça s'est produit, ça nous éclaire sur un autre volet des tentatives d'influence des puissances étrangères au Canada. On a la nomination des députés, cette façon-là de travailler, on en a entendu parler. Est-ce qu'il y a des candidats qui ont été appuyés par un donateur ou l'État chinois, etc. Puis il y a aussi toute la question, comment on influence de manière plus large le pouvoir. Et visiblement, les Chinois avaient l'impression que la fondation d'un homme qui porte le nom du premier ministre était un endroit qui pouvait être intéressant. Parce qu'aux États-Unis, ça se fait beaucoup. Les fondations des politiciens sont un endroit d'accès. Il y a des soupers de financement, des endroits où on peut donc essayer d'influencer le politicien. Peut-être les Chinois se sont dit, on peut faire la même chose au Canada, on va s'essayer. Et donc, c'est une facette différente de l'influence d'une puissance étrangère au Canada. Et ça, c'est intéressant. Éventuellement, s'il y a une enquête publique, c'est pas tant la Fondation Trudeau elle-même qui est intéressante, parce que je pense que les liens entre Justin Trudeau et la Fondation sont assez minimes depuis qu'il est au pouvoir. C'est la façon dont les puissances étrangères conçoivent l'influence qu'ils peuvent avoir et comment ils tentent d'aller la chercher, même si ça fonctionne pas, parce que ça, on n'en a aucune idée. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Et éventuellement, s'il y a une enquête publique, on devrait étudier cet aspect-là. Oui, Chantal, s'il y a une enquête publique, la Fondation Trudeau commence à être difficile à éviter un peu là-dessus. Là. Bon, j'ai l'impression que la Fondation Trudeau va devoir faire des choses plus complexes et encore plus larges que de faire partie des vignettes d'une commission d'enquête éventuellement, parce que dans l'État,
je vois pas tellement comment ça peut continuer à fonctionner. Moi, j'ai été mentor à la Fondation Trudeau avant que Justin Trudeau devienne chef du Parti libéral. Les gens que j'ai vus là, parmi le conseil d'administration ou les mentors, venaient de plusieurs horizons politiques, mais pour la plupart, ils avaient en commun d'avoir une vaste expérience politique. Soit comme haut fonctionnaire, diplomate, ministre, chef de parti. Ed Broadbent était là à l'époque. Je m'étonne que, voyant les dons affluer au moment où Justin Trudeau devient premier ministre, ça a semblé à personne un peu étrange qu'il ne soit pas dit. On est mieux de s'assurer que tout est bien réglé, bien dans l'ordre, parce que manifestement, on ne reçoit pas de la manne parce que c'est la bonne journée de la semaine. Ça a quelque chose à voir avec le fait que quelqu'un qui s'appelle Trudeau est devenu premier ministre. Ça, je trouve ça franchement sidérant. L'autre aspect de la chose qui m'intéresse, parce que je pense que sur le côté ingérence dans le processus électoral, non, c'est plus, comme Alec le décrit, de se créer un réseau d'influence et se mettre du bon côté du premier ministre en le flattant dans le bon sens. Mais M. Johnston, le rapporteur spécial, qui n'était pas au conseil d'administration de la Fondation au moment de cette histoire de chèque, il était encore gouverneur général, mais qui a siégé au conseil d'administration par la suite jusqu'à ce qu'il soit nommé rapporteur spécial, ça le met dans une position encore plus difficile pour faire l'économie d'une recommandation d'enquête publique, parce que sa capacité de vendre cette recommandation-là comme indépendante, qui était déjà diminuée, me semble réduite presque à néant. Oui, ça fait déjà plusieurs fois qu'on dit les options sont de moins en moins nombreuses, mais là, elles s'amenuisent semaine après semaine. Michel, est-ce que la Fondation Trudeau, compte tenu du nom, peut encore... Est-ce qu'on peut continuer? Parce qu'il y a quand même du bon qui se fait dans cette fondation-là. Le travail de mentorat, ça a été presque unanimement dit. Là. Est-ce que ça peut continuer comme ça? C'est difficile de repartir sur un autre nom. Là. Alors, il faut à ce moment-là que la Fondation, d'une part, mette des règles strictes sur les contributions étrangères. Vous savez, c'est très à la mode dans beaucoup de pays de dire la diplomatie, c'est plus important. Maintenant, c'est ce qu'on appelle en anglais le soft power, le pouvoir d'influence. C'est clair que les Chinois essayaient de faire ça. Alors, il faut qu'il y ait des cloches qui sonnent à la Fondation Trudeau quand quelque chose comme ça se passe. De toute évidence, c'est pas arrivé. Ça, c'est la première des choses. Il faut des règles, puis il faut des règles de transparence sur toutes ces choses-là. Puis il faut pas oublier que le gouvernement canadien a donné 125 millions de dollars en dotation à la Fondation Trudeau. Alors, à un moment donné, il faudrait aussi voir si l'argent des contribuables est utilisé à bon escient. Ce serait une chose intéressante de savoir. La saga qui s'est passée là, avec des choses un peu ridicules, là, la statue de Pierre Trudeau à l'Université de Montréal, puis que les Chinois voulaient payer. Quelque part, il aurait fallu qu'à la Fondation, ça réveille des gens qui disent « Hey, on a peut-être un problème ». Ça ne s'est pas passé, et ça, ça exige une réingénierie de tous les standards de procédure pour que ces choses-là ne se reproduisent. Rapidement. Bon, une chose d'abord, la statue n'a rien à voir avec la Fondation Trudeau, entendons-nous, ça avait à voir avec l'Université de Montréal. L'un n'a rien à voir avec ça. Ils ont déjà assez de problèmes sans ça. Ensuite, pour avoir passé en revue leur dernier rapport annuel de 125 millions est intact. Et il n'y a jusqu'à présent aucune suggestion de malversation financière interne à la Fondation Trudeau. Ce dont il est question, c'est d'avoir accepté un don douteux sans poser de questions et d'avoir accepté de faire des reçus de charité à des noms autres que celui du donateur, ce qui amène la question... Ça, c'est un problème. Allô, les amis, dans quel univers est-ce qu'on accepte de faire ça pour 2 chèques de 70 000 alors que la Fondation ne dépend pas de dons pour survivre? C'est quand même particulier comme relation. À la décharge de la Fondation à l'époque, on était encore dans la lune de miel pro-Chine de Justin Trudeau. On est en 2015-2016. On n'est pas rendu aux 2 Michael. Donc, c'était dans l'air du temps et c'est dans l'ADN du Parti libéral et des nombreux affiliés du Parti libéral qui sont à la Fondation Trudeau. Cela dit, le problème il est plus grave que ce que Michel a décrit. Parce que si on vous demandait demain, pour rendre plus œcuménique la Fondation Trudeau, voulez-vous aller siéger là? Diriez-vous oui?
Plus grand monde. Et ça va être un grave problème, le recrutement. Le recrutement va être compliqué, effectivement. Alex, Chantal, Michel, c'est tout le temps qu'on avait, malheureusement. On se reparle la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.